et bienvenue dans Fais-moi une place. Dans ce podcast, je donne la parole à des personnes qui ont décidé un jour de répondre à un appel, à une envie, à un élan créatif ou artistique, alors que ce n'était pas du tout la direction qu'elles avaient prise jusque-là. Et ils ou elles ont fait une place à leur âme d'artiste, souvent de façon singulière. Je m'appelle Sylvie Horry et au travers de ce podcast, je cherche à comprendre quel est le cheminement interne qui mène à suivre cet élan jusqu'à parfois complètement changer de vie. Raphaël, c'est mon prof de batterie. Je l'ai rencontré en janvier 2019. Ce jour-là, j'étais comme une gamine à Noël. Je réalisais enfin un rêve de petite fille, apprendre à jouer de la batterie. C'était à la fois hyper excitant et un peu flippant quand même. Bah oui, est-ce que j'allais y arriver ? Est-ce que c'était un truc pour moi ? Choisir de répondre à un appel créatif, c'est souvent passer par une période d'apprentissage. Et quand on est adulte, ce n'est pas anodin. Ça peut être déstabilisant, déroutant et parfois même remuant de se retrouver débutant. La batterie, c'était pas si simple au début pour moi. Mais petit à petit, j'ai grandi musicalement, et pas seulement. J'ai aussi beaucoup appris sur moi au travers de l'apprentissage de la musique. Sur mon rapport à la nouveauté, à l'inconnu, sur mon rapport à l'erreur et à l'échec. On a eu plein de discussions super intéressantes sur ces sujets-là avec Raphaël, c'est pour ça que j'ai décidé de l'interviewer. Il s'agit d'un épisode un peu à part, avec un angle différent, puisque je n'ai pas interrogé Raphaël sur son parcours, mais sur ce qu'il observe au quotidien avec ses élèves. Je vous emmène donc à sa rencontre, dans le 1er arrondissement de Lyon, dans un lieu particulier qu'on appelle la Caverne. Merci de me recevoir dans la Caverne. Je t'en prie. Est-ce que tu peux, du coup, pour te présenter, expliquer un peu ce qui se passe ici, ce que tu fais ici dans la Caverne, tes différentes activités ? Alors moi, je suis prof de batterie. Je suis ton prof de batterie. Exact. Ça, c'est comme ça que je remplis le frigo. Et à côté de ça, je suis musicien. Du coup, je suis batteur dans des groupes de rock. Et donc ici, je répète aussi avec ces groupes. Et depuis cette année, cet endroit donc, que j'ai fabriqué pour pouvoir donner mes cours et répéter me sert aussi de studio d'enregistrement pour des podcasts de live session. Et ça s'appelle La Caverne. D'où l'intro. Cool, merci. Du coup, moi, les questions que je vais te poser, ça va être plus par rapport à ton rôle de prof de batterie, parce que c'est des discussions qu'on a eues dans le cadre de mes cours. C'est quoi ta proportion d'enfants et d'adultes dans tes cours ? Moite-moite. Moite-moite. Ok. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi la différence dans l'apprentissage de la musique chez les débutants entre les adultes et les enfants ? Qu'est-ce que tu observes en fait ? Alors, c'est plus compliqué que adulte et enfant. Il y a vraiment des phases qui sont plus... en tout cas, là, c'est vraiment une impression. Hein. Je ne peux pas me déguiser en expert du sujet. Non, mais moi, c'est ce que tu j'ai pas un master... Ouais, c'est ça. Qu'on soit bien clair que je n'ai pas un master de sciences de l'éduc et que je n'ai pas fait tous ces trucs-là. Mais ce que je vois, c'est que déjà, perso, moi, je ne prends pas tellement les enfants avant 7 ans. Parce qu'avant ça, il y a plein de questions où ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher de prendre des cours, parce que des fois, la gauche, la droite, c'est des concepts qui ne sont pas encore trop là. Enfin, tu peux passer une année à galérer avec un enfant, parce qu'il est un peu trop jeune, et lui apprendre un truc en 6 mois, alors que l'année d'après, tu lui apprendras en 2 semaines. Donc, il y a un âge où d'un coup, ça se met à se débloquer. Ensuite, tu as une espèce d'âge doré vers l'adolescence. Ouais. Où, doré dans quel sens ? On apprend hyper bien. Moi, c'est l'âge auquel je me suis mis à la batterie. Je me suis mis à 17 ans. Mais c'est un âge, je dirais, quelque part entre 14-15 et jusqu'à 25. Ok. Peut-être, mais c'est très flou. Hein. Il y en a chez qui c'est jusqu'à 30, d'autres plus. Mais c'est une espèce d'âge un peu magique pour moi parce que c'est un âge où tu apprends très bien, où tu es habitué à apprendre. Ça fait partie de ton quotidien d'apprendre tous les jours, etc. Et en même temps, c'est un âge où tu sais pourquoi tu fais les choses. Avant ça, tu fais de la batterie parce que c'est sympa et que papa et maman ils t'ont inscrit à la batterie. Mais c'est dur de vraiment voir que c'est une motivation intrinsèque. Un vrai choix de l'enfant. Ouais. Les goûts musicaux, par exemple, ils sont rarement vraiment affirmés avant ça. Ça arrive, hein, mais c'est souvent à l'adolescence qu'on fait « Non, moi ça m'emmerde, je veux faire ça comme musique ».
Et du coup, moi, c'est assez magique à ce moment-là, parce que quand les gens ils commencent à avoir des goûts, des grosses capacités d'apprentissage et des envies, bah, t'as plus qu'à donner à manger et ça apprend tout seul, quoi. Après ça, moi, en fait, c'est très rare que j'ai des élèves entre 18 et 25, parce qu'ils partent faire leurs études. Ok. Et du coup, c'est extrêmement rare. Mais quand je les récupère à 25, souvent, ils sont encore, c'est encore un peu des brutes pour apprendre les choses très vite. Et c'est quand je récupère à partir des trentenaires, des quadras, etc., là, je vois qu'il y a une manière différente. Parce que souvent, c'est... Je sais pas la part neurologique du truc. Tu vois, je sais pas comment... Oui, comment on l'explique, mais dans ce que tu observes... Dans ce que j'observe, c'est que là, ça commence à changer pas mal. Alors, il y a deux théories. C'est effectivement soit vraiment la structure de notre cerveau change avec le temps. Moi, à la rigueur, ça, c'est une théorie qui m'intéresse assez peu parce qu'on n'y peut rien. Et il y a une autre théorie de mon côté qui est, c'est juste que ça fait très longtemps que tu n'as pas appris des trucs. Et que plus tu avances dans la vie, plus on te dit, bon, ça, tu sais le faire, donc c'est ça que tu fais maintenant, en boucle, dans ton travail, dans ta vie quotidienne, etc. Et du coup, te frotter à des trucs que tu connais pas du tout, tu le perds, en fait. Ouais. Et plus je vais avoir des gens âgés, plus je vais sentir ça. Et du coup, les manières d'apprendre deviennent d'une certaine manière plus rigides. Par exemple, un truc qui s'oublie à peu près systématiquement, c'est les adultes pensent qu'il faut piger la théorie de ce qu'ils sont en train d'apprendre, qu'il faut qu'ils arrivent à le conceptualiser avant de savoir le faire. Donc, il faut que je vois le riff de batterie. Donc, un riff de batterie, c'est une tourne, c'est une boucle, voilà, une boucle musicale. Et il faut que je le vois écrit, il faut que je comprenne exactement à quel moment le truc passe, il faut que j'en comprenne tous les tenants et les aboutissants. Je souris parce que je me vois en cours, au début en tout cas. Et alors qu'un enfant, en fait, t'es pas obligé de lui écrire déjà. Quand tu lui écris, il comprend pas ce qu'il y a écrit, donc il comprend vite que c'est pas la meilleure solution pour essayer de le piger. Donc il va essayer de le jouer. Tu fais non, c'est pas comme ça. Tu lui rejoues comme ça, non, comme ça, ouais. Oh, bon ok, c'est comme ça. Et après, tu le comprends. Mais d'abord, il apprend à le jouer et ensuite il le comprend d'une certaine manière. Et ça, c'est vraiment la différence principale. C'est une capacité à se lancer dans les choses sans les comprendre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Beaucoup plus capable de se laisser guider à l'expérimentation et à je tente jusqu'à ce que ça marche. Et si ça marche et qu'on me dit ça c'est bon... Ouais, t'expérimentes beaucoup plus en fait. Moi, c'est comme ça que c'est ce que j'ai l'impression de constater. Et c'est quoi les conséquences en fait dans l'apprentissage du coup? C'est plus lent. C'est plus lent, ouais. C'est plus lent, c'est moins intuitif. J'ai l'impression aussi d'avoir beaucoup plus... si tu as la sensation que pour comprendre quelque chose, tu as besoin que tout soit un schéma, tu te mets à penser les choses aussi un peu plus de manière schématique. Quand j'écris une partition de batterie, par exemple, c'est commode parce que ça te permet vraiment de savoir où se trouve tel élément par rapport à tel élément, etc. Donc ça permet de le comprendre d'une manière assez agréable. Mais si c'est ça ton guide pour jouer, tu vas prendre un signal visuel, la partition que tu es en train de lire, et ensuite, il faut que tu transformes ça en... signal pour tes mains, tes bras, etc., pour ensuite entendre de la musique. C'est un signal qui a l'occasion de se modifier plein de fois et pour retrouver où est l'erreur là-dedans, c'est un beau bordel. Oui, est-ce que c'est à la lecture? Est-ce que c'est... Ouais, ça peut être... Alors que si tu te formules une mélodie, alors normalement en batterie on ne parle pas de mélodie, mais ça peut être des poumes et des tas, mais si tu te formules quelque chose que tu veux entendre musicalement, et qu'en le jouant, tu te demandes est-ce que ce que je suis en train de jouer, ça ressemble à ce que j'ai envie d'entendre musicalement, là, tu as beaucoup plus de chances que ça marche. Mais pour ça, il ne faut pas que ce soit un schéma dans ta tête et que dans ta tête, tu penses à la partoche. Il faut que tu penses à ce que tu as envie d'entendre. Ouais. Donc voilà, des fois, la schématisation, elle aide pas forcément. Mais je pense que c'est un biais qu'on a un peu tous. Je pense qu'il y a une espèce de truc où quand on apprend quelque chose... on finit par se fabriquer comme une espèce de pyramide des savoirs dans la tête, où on aurait ça, c'est la base, ça, c'est les choses qui viennent se mettre dessus, etc. Et du coup, quand on se retrouve à enseigner,
on a envie de l'apprendre comme la pyramide, elle serait. Et je crois pas à ça. Je crois que c'est quelque chose qu'on se fabrique après, cette notion de pyramide, mais que en vrai, ça fonctionne pas vraiment comme ça. Je pourrais te donner l'exemple sur comment tu apprends une langue hors contexte de cours. Quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui immigre, tu te retrouves dans un contexte où tu comprends pas la langue du tout. Tu commences pas par les fondamentaux de la langue. Si les fondamentaux de la langue, c'est la grammaire, tu n'apprends pas ça. Tu apprends d'abord à dire bonjour, merci, au revoir, où est-ce que je peux trouver de l'eau, je dors où, et qui sont souvent des phrases complexes. Mais au début, tu as du mal à les charger, à les décortiquer, etc. Et puis, une fois que tu as appris à poser 3 questions, tu commences à comprendre, ah oui, ça, c'est la manière de poser une question. Ouais, tu conceptualises après, en fait. C'est ça. Mais tu commences par d'abord demander où est-ce qu'il y a de l'eau. Mais on a vachement tendance à vouloir rationaliser les choses en faisant des pyramides bien propres, etc. Et je pense que c'est un des gros défauts de plein de manières d'apprendre en général. On découpe tout en micro-compétences, en séparant les choses bien proprement, alors que souvent, en fait... c'est hyper chaotique l'apprentissage et ça fait partie du truc. C'est pas forcément un truc à adresser. Et justement, ça me fait rebondir sur la question que j'avais après. C'est hyper chaotique et du coup, ça fait peur. Moi, je parle en tant qu'élève adulte débutante. Du coup, ça fait peur puisqu'on est habitué à gérer, à avoir réussi des choses, à savoir des choses, machin. Donc, plonger dans un truc complètement chaotique qu'on maîtrise pas, quand t'es ado, ça va, mais quand t'es adulte, je sais pas, tu sens de la peur, toi, tu sens... Ouais, c'est très variable selon les gens. Il y en a qui le vivent comme de l'excitation. Tu vois, c'est un peu comme face à toute situation, quoi. Mais oui, bien sûr. Moi, mon taf, c'est un peu de lutter contre ça. En gros, le travail du prof, en tout cas, je le vois comme ça, c'est d'essayer de fournir un espace où c'est pas grave de se planter et où tu peux faire ça en boucle et te planter pendant 1 heure et il n'y a rien de grave à ça et même on est là pour ça. C'est 90% d'un cours, même 99% d'un cours, c'est se planter. Parce que dès que tu arrives à faire quelque chose, on passe au prochain truc que tu n'arrives pas à faire. Donc l'essentiel du temps d'apprentissage, c'est des erreurs, quoi. Mais ça, on n'a pas trop l'habitude, ou on a eu souvent ces discussions sur justement comment on regarde les erreurs, parce que ça peut complètement nous stresser ou nous... Ouais, mais parce qu'il y a vraiment aussi une culture de l'erreur comme quelque chose de négatif. Et alors que c'est juste... c'est les briques de base de tout ce que tu vas faire dans la vie, quoi. Si tu veux apprendre quelque chose de nouveau, t'es obligé de faire un paquet d'erreurs, quoi. Je connais pas d'autre manière d'apprendre que ça. Mais effectivement, et ça commence très jeune, tu vois, ça commence avec les mauvaises notes. Le rouge, Et ça, pour le coup, c'est pas un truc qui est exclusif aux adultes. Des fois, tu tombes sur des gamins dont tu sens qu'ils sont en situation compliquée à l'école. Et c'est à ça que tu le sens, notamment. Tu sens que l'erreur est un truc... c'est mal. C'est vraiment pas bien d'échouer. Et là, moi, personnellement, c'est les trucs... c'est les élèves les plus difficiles pour moi. Les élèves un rapport compliqué avec l'erreur, avec l'échec. Ouais. Parce que du coup, ça te met dans une situation où tu fais les choses hyper... de mon côté, je suis obligé de donner des choses avec des tout petits enjeux pour être sûr que si ça se plante, c'est pas grave. T'as un travail de donner confiance en la personne qui est à peu près... je sais pas, ça va paraître méprisant, mais c'est un peu comme... Tu prends un chien à la SPA qui a été maltraité, pour qu'il accepte que non, il n'y a pas que la maltraitance, ça prend plein de temps et de pincettes pour que ça arrive. Tu peux te retrouver un peu dans le même cas avec le rapport à l'erreur, quoi. Ouais, complètement, ouais. Ça peut complètement bloquer si au début tu n'y arrives pas, si le niveau est trop haut, si... C'est ça. Il y a d'autres, je sais pas s'il y a d'autres barrières ou d'autres croyances qui freinent les adultes dans l'apprentissage. Je sais pas si tu vois autre chose, toi. Un fantasme de la théorie aussi. Ça se recoupe quand je parlais des trucs de schéma. Mais
Ça, je peux soit le retrouver dans certains de mes élèves adultes, mais je peux le retrouver dans certains de mes parents d'élèves aussi. Ah oui. Ou par exemple, la batterie, il y a des rudiments techniques de batterie qui sont très complexes pour faire des roulements rapides, des déplacements, des choses comme ça, des exercices de coordination entre les mains, les pieds, etc. Et la manière habituelle d'enseigner ça, c'est d'apprendre ces rudiments dès le premier cours. Moi, c'est ce que j'ai eu dès mon premier cours. Et puis, des fois, c'est très poussé. Moi, j'ai été dans une école qui s'appelle Agostini, dont le principe de la méthode, c'est une semaine, t'as cours de batterie, une semaine, t'as cours de caisse claire. Et tu ne joues pas de morceaux. Tu joues des exercices, des méthodes papier qu'on te vend avec. Et du coup, c'est extrêmement porté sur la technique. Alors, ça m'a appris plein de choses. Et en même temps, j'ai aucune envie d'enseigner comme ça. Parce que moi, je crois j'ai l'impression que moi, par exemple, ces roulements que Agostini voulait m'apprendre, etc., je les ai appris que quand j'ai eu vraiment très envie d'en mettre dans mes groupes. Et que donc, j'avais une raison et un contexte musical où chercher à appliquer ça. Mais des fois, de la même manière, ça va être à la demande des élèves. J'ai plein d'élèves qui arrivent, adultes, en disant j'ai fait un peu de batterie avant, etc. Mais vraiment, j'ai besoin de quelque chose de plus carré, j'ai besoin de technique. Et en fait, t'essayes de jouer, t'essayes de les faire jouer sur un morceau, et tu vois qu'en fait, le problème, il est un peu partout, et qu'en fait, c'est juste... Comme n'importe quel élève, il a besoin d'apprendre à faire un peu de tout et pas spécifiquement de la technique. Mais alors, c'est peut-être aussi un biais de ma part, c'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de gens qui imaginent que pour apprendre la technique, c'est pour ça que tu as besoin d'un prof. Ah, ouais, ok. Donc, c'est possible qu'il y ait un biais aussi de mon côté. Et du coup, comment t'enseignes, toi, puisque t'enseignes pas Moi, j'essaye vraiment de donner le maximum de sens aux choses. Alors en vrai, c'est une déclaration d'intention, mais je pense que c'est pas si vrai que ça. Dans le sens où, en gros, ma manière de faire, c'est que on essaie de toujours bosser sur des morceaux. Comme ça, je me dis, on a un contexte musical, un sens musical à tout ce qu'on fait. Et d'autre part, l'idée, c'est aussi de préparer mes élèves à la possibilité de jouer en groupe, d'avoir une vie musicale en dehors du cours. Et je me dis, si mon élève, il a fait que des fiches d'exo, le jour où il se retrouve en répète avec des gens, il sait pas quoi faire. Alors que s'il a bossé sur des morceaux, il a appris à pas aller trop vite, à pas aller trop lentement, à passer d'un passage à l'autre. En fait, il a appris plein de choses qui sont pas de l'ordre de être batteur, mais qui sont de l'ordre de être musicien. Ouais. La structure du morceau. Et toi, d'une certaine manière, tu l'as un peu connu parce que tu as un groupe maintenant. Et alors, je sais pas si je t'y ai bien préparé ou si tu t'y es bien préparé toute seule, mais ça marche à peu près. Oui, ça marche, ouais. Bah oui, j'aurais été incapable de jouer. Si j'avais pas joué sur des morceaux, évidemment, j'aurais été complètement perdu. On entend souvent, où je lis sur des forums, des gens qui ont fait 6-7 ans de batterie et qui sont pas capables de jouer en groupe, en fait. Pour qui c'est vachement difficile, quoi. Mais ça, après, c'est pareil. Ça va avec une espèce de culture de l'enseignement. C'est-à-dire que j'essaye de donner de donner du sens aux choses en les mettant dans un contexte qu'a priori, les gens veulent faire de la batterie pour faire de la musique et pas pour faire des exercices. Donc, c'est ça qu'on va faire. Après, ça trouve sa limite parce que c'est un cours particulier où on est deux dans une pièce et où, du coup, dans mes cours, on n'apprend pas à jouer avec un groupe. Oui. Évidemment, donc il y a quand même aussi une limite, il y a une forme d'artificialité dans mes cours qui existe aussi. C'est juste que je pense que j'ai essayé de la limiter un peu. En tout cas, ça donne du sens à ce qu'on fait. C'est ça. Mais après, tout ça, c'est un peu un continuum. Tu vois, genre, moi, quand j'ai fait mes études de batterie, il y a un truc qui m'a pas mal marqué. C'est un gars qui s'appelle Freinet. Il y a des écoles Freinet maintenant. Ouais. Une espèce de gauchiste expérimental de l'enseignement, quoi. Mais ce que j'ai lu du gars, ça m'a vraiment intéressé, notamment parce qu'il y avait une espèce d'approche concrète du truc. L'idée de, si tu veux... si tu dis à tes élèves, on va fabriquer un cerf-volant, tu peux mettre, si tu as un bon prof, tu peux mettre plein d'enseignements là-dedans.
tu peux mettre de la géométrie, de la météo, de la géographie, du dessin. T'as 1000 trucs dedans. Et ça, c'est pas dur à faire parce qu'à la fin, les gosses ont un cerf-volant. Mais si tu transformes ça en un exercice écrit avec marqué Ferdinand veut faire un cerf-volant, aide-le en dessinant le machin. En fait, t'es juste en train d'essayer de déguiser un exercice en problème concret, mais qui n'a rien de concret pour personne, qui est déconnecté de tout. Donc voilà. Je vois le parallèle, donc c'est un peu la même chose en batterie. J'essaie de garder les choses les plus concrètes possibles, mais c'est quand même un peu artificiel parce qu'on est 2 dans une pièce et qu'on n'est pas avec un groupe. Ils viennent chercher quoi, les adultes qui débutent ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils viennent chercher, en fait ? Pourquoi, d'un coup, ils veulent se mettre à la batterie ? Je te dirais pas moi pourquoi, mais... c'est ce que j'allais dire, c'est que franchement, je pense que tu as de meilleurs éléments de réponse que moi. Mais les autres, Je pense qu'il y a 1000 réponses. Et je pense qu'il y a des gens qui en ont déjà fait et qui veulent s'y remettre. Il y a des gens qui sont par ailleurs musiciens, tu vois, ou qui ont fait d'autres instruments et qui c'est leur manière de revenir à la musique ou d'essayer autre chose. La plupart du temps, c'est un fantasme. C'est un peu... J'ai toujours eu envie de le faire et maintenant que d'une certaine manière ma vie est calée, si je te prends l'exemple du trentenaire quadra avec un cas qui vient, c'est bon, ma vie elle est réglée, j'ai un taf, j'ai des enfants, j'ai le machin, j'ai tout, commence à me faire un peu chier. Maintenant je peux vraiment penser à qu'est-ce que j'avais envie de faire quand j'avais pas le temps de le faire, quand j'avais les études à trouver, le taf à trouver, machin. Maintenant je peux prendre le temps de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Alors, ce qui est marrant, c'est que des fois, c'est aussi des projections. J'ai des gens qui viennent parce que leur enfant s'est mis à faire de la musique et que du coup, ça leur a fait se rendre compte, mais moi, j'ai trop envie d'en faire aussi, en fait. Donc, c'est rigolo, les déclencheurs. Je sais vraiment pas comment... Enfin, je pense que c'est vraiment des... Il y a une réponse par personne. Hein. Toi, c'était quoi ? Un vieux fantasme. Enfin, j'ai toujours eu envie de jouer de la batterie, et un jour, en fait, c'est drôle ce que tu dis, mais j'avais mis ça de côté, tu vois, et un jour mon fils a dit: maman, j'aimerais bien prendre des cours de batterie, et c'est là que j'ai commencé à chercher un prof, puis après il me dit non, finalement non, et là je me suis dit non mais attends, en fait c'était moi à la base qui avait envie de prendre des cours de batterie, donc maintenant que j'ai trouvé les profs machin, je vais le faire pour moi, quoi. Mais j'ai eu plusieurs fois dans ma vie un enfant et son parent en cours. Là cette année j'ai une mère et sa fille, pas dans le même cours, mais c'est cool. C'est cool. Mais parce qu'il y a la batterie qui est à la maison, donc une fois qu'on a la batterie qui est à la maison autant s'en servir, quoi. La façon dont t'enseignes aussi, moi ça m'a montré que, et on en a souvent parlé aussi, que être débutant, on peut faire quand même des trucs, quoi. Est-ce que tu peux en parler un peu plus ? Comment tu vois, toi, être débutant, c'est quoi ? Est-ce que c'est... Toi, tu le vois de manière vachement positive, en fait. Ok. Je crois. Honnêtement, je sais pas comment. Je sais pas trop parce que c'est juste mon travail aussi. En fait, je sais pas comment. Je sais pas si j'ai une grande théorie de ça, dans le sens où ça a été mon métier depuis un peu plus de 10 ans, et qu'en fait, quand tu commences ton métier, tu te retrouves dans des classes où tu as des gens qui... Tu fabriques des classes, en fait, tu vois, sauf quand tu arrives dans une école qui est déjà faite et que tu remplaces un prof. Mais ici, quand j'ai ouvert mon école ici, tous les gens qui arrivent au départ sont débutants. Donc, j'ai que ça, des débutants. Donc, forcément que je vois ça comme un truc positif. Sinon, l'ensemble de mon métier est un truc horrible, quoi. Mais comment tu peux communiquer là-dessus ? Enfin, tu vois, parce que moi, j'entends souvent, et notamment chez les adultes, il va y avoir un long temps où ça va être laborieux, où je vais rien pouvoir montrer, où ça va être... Alors, la batterie, je pense que c'est quand même un instrument cool pour ça. Hein. Tu peux immédiatement sortir des sons. Je veux dire, c'est dur immédiatement parce que il faut faire de la musique avec tes pieds. C'est vraiment très compliqué d'apprendre à faire des choses différentes avec les mains et les pieds, etc. Mais c'est pas comme le violon où tu vas peut-être mettre 1 an à tirer une note correcte. Et du coup,
L'autre avantage, c'est aussi que toute l'histoire des musiques des 100 dernières années fait qu'on a eu des apports géniaux, du punk, du rock, de plein de trucs, du hip-hop, de plein de choses qui nous ont montré qu'on pouvait faire de la musique avec quasiment rien. Et du coup, par exemple, en batterie, t'as un groupe, les White Stripes, où la batteuse, je pense qu'elle s'est mise à la batterie pour ce groupe. C'est quand même pas courant que tu finisses avec un groupe qui a des tubes chantés dans les stades avec quelqu'un qui savait pas jouer de la batterie avant. Peut-être j'exagère, peut-être qu'elle savait déjà faire de la batterie, je sais pas, mais en tout cas, elle joue comme une débutante. Et moi, je trouve ça super. Je veux dire, j'écoute pas ça comme de la musique de débutant. C'est de la musique que je prends autant plaisir à écouter que n'importe quelle autre musique, quoi. Donc, Et qu'est-ce que tu trouves de super, en fait, qu'elle fasse des choses efficaces avec peu de vocabulaire Alors, c'est aussi que ça a une certaine manière de bouger, en fait. C'est un truc que tu vas pouvoir retrouver des fois. T'as des gens, une fois qu'ils arrivent à un niveau très élevé, ils vont essayer de réapprendre à jouer, tu vois, de manière plus imprécise, parce que ça réinjecte de la personnalité dans un jeu qui pourrait être un peu trop carré, d'une certaine manière. Elle, il n'y a pas besoin de ça, c'est là tout le temps. Il y a tout le temps une certaine manière de bouger, une simplicité que quand tu as appris à faire plein de choses très techniques, tu vas pas avoir le réflexe de simplifier à ce point-là non plus. Et elle, c'est hyper simple ce qu'elle fait. Du coup, moi, je trouve musicalement, ça marche intégralement. Tu pourrais pas mettre un autre batteur dans ce groupe. Et d'ailleurs, la leçon, c'est que tu écoutes n'importe quel autre truc qu'a fait Jack White après, le guitariste, ça sonne pas comme les White Stripes. Ça peut être cool, mais c'est pas les White Stripes. Du coup, moi, je trouve ça génial parce que je sais que dès le premier cours, je peux prendre des trucs comme ça et montrer à un élève, si, regarde, tu peux jouer. Donc voilà, je sais pas si ça répond. Ouais, si, complètement. C'était, tu m'as déjà parlé de la beauté d'être débutant. Enfin, il y a un truc. Moi, je suis admiratif en fait. Ouais. Je suis admiratif parce que je sais que justement, c'est dur, quoi. C'est aller contre soi-même, débuter dans quelque chose. C'est toujours dur de sortir de sa zone de confort pour apprendre quelque chose qui t'est complètement étranger. Pour être très franc, moi-même, je le fais plus beaucoup. J'apprends un peu de nouvelles choses en batterie ou dans la vie. Enfin, je suis un vrai trentenaire. Et du coup, je vois que c'est difficile de le faire. Donc, dès que j'en ai un qui le fait... parce qu'en plus, souvent, leur réflexe, c'est de s'en excuser. Oh là là, Raphaël, c'est terrible, tu me vois galérer tout le temps, ça doit être horrible pour toi. Alors que moi, je suis plutôt admiratif de voir des gens tenter le truc. Je trouve ça classe, quoi. Ça me fait penser à un truc que tu m'avais dit au début aussi, c'est ça nécessite de faire de la place pour ça dans sa vie, en fait. Ouais, carrément. Et que du coup... et puis c'est pas toujours simple, quoi, parce que apprendre à faire de la musique, c'est pas comme jouer au foot où tu peux aller le faire une fois par semaine et te dire c'est mon occupation de la semaine. Si tu veux progresser, il faut que tu essayes de jouer... si c'est pas tous les soirs, au moins plusieurs fois dans la semaine de ton côté, ça implique une pratique quasi quotidienne si tu veux voir des progrès. C'est vraiment que par la répétition que ça rentre. Du coup, ça demande une place qui est pas juste le temps du cours, quoi. Donc d'autant plus. Et en plus, ça prend de la place dans le salon. Et ça fait du bruit pour les voisins. Et comment toi t'arrives à balancer, enfin je sais pas comment poser cette question, mais on se dit toujours, enfin on peut se dire qu'une activité artistique c'est quand même pour se faire plaisir, mais il y a quand même un côté travail qui peut sembler laborieux. Ouais. Toi tu vois ça comment en fait Attends, si tu me lances sur le travail, on n'a pas fini. Hein, mais... non, mais... Je sais pas si cette question... Ah non, ça me dérange pas, mais je pense que vraiment, ça dépend tellement ce que tu mets derrière travail que ça peut vouloir dire 1000 choses. Là, c'est le travail de l'instrument, tu vois, qui peut paraître... Avant de t'y mettre, on peut se dire il va falloir
ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il va falloir beaucoup, beaucoup bosser avant de pouvoir sortir quelque chose de potable et avant d'y prendre du plaisir, en fait. Mais peut-être que ça dépend de l'instrument, comme tu disais. Il n'y a pas grand-chose de cool dans la vie que tu peux obtenir sans ça, je pense. À part aller boire une bière avec tes potes, mais le plaisir est plus éphémère. Oui, et puis en fait, c'est le travail de quelqu'un d'autre qui a fait la bière. Si tu n'avais pas quelqu'un qui avait bossé pour te la faire, cette bière, tu l'aurais pas non plus. Du coup, ouais, moi, j'ai l'impression que c'est... Enfin, tous les trucs chouettes, les trucs qui vont te passionner, ça va demander une quantité d'investissement personnel dedans grosse, quoi. Après, je pense que travail, ça veut dire plein de choses. C'est peut-être pas le bon mot, mais... Et qu'effectivement, c'est mal teinté. Mais que c'est pareil, c'est quelque chose qu'on apprend dès tout petit, quoi. Que le travail, c'est nul, quoi. C'est chiant. Ouais, c'est chiant. Entraînement, c'est un peu moins négatif. Tu dis à un enfant, non, il faut que tu t'entraînes. Bah, de la même manière qu'il peut s'entraîner à un jeu vidéo, ça peut avoir du sens. Mais si tu as envie d'être bon à ton jeu vidéo, va falloir bosser. Va falloir t'entraîner jusqu'à ce que tu deviennes bon à ce truc-là. Donc, je sais plus ce qu'était la question. Je sais plus, mais c'était le côté artistique égale plaisir, mais il y a quand même du taf, de l'entraînement, de l'investissement. Mais ça a un côté ingrat, mais... C'est un côté ingrat aussi parce que je pense que beaucoup de gens se l'infligent d'une certaine manière. C'est-à-dire que si tu mets encore plus d'énergie au début pour, par exemple, ce que tu as fait assez vite, avoir un groupe, donc donner encore plus de sens à ce que tu fais et faire de la batterie, pas juste parce que tu as envie de faire de la batterie dans ton salon, mais maintenant tu es une batteuse, tu as un groupe, tu as une raison d'en faire. Bah là, d'un coup, ça devient quand même un peu moins compliqué de voir ça comme une astreinte ou quoi, parce que ça a un sens complet. Ouais, tu vois le fun qu'il y a derrière, est-ce que ça t'amène C'est ça. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui se disent « Ah non, je suis pas prêt, je suis pas capable, je peux pas faire ça, etc. » Donc, tu as encore plein de barrières, et ces barrières-là empêchent d'avoir vraiment une expérience complète du truc. Si tu fais sauter ça, j'ai un ami, d'ailleurs, tiens, on va faire des liens de podcast. Si les gens écoutent l'épisode 1 de La Caverne, oui, c'est un bon exemple. Ils tomberont sur un épisode sur Max Lampin où le batteur s'est mis à la batterie à peu près, je sais pas, à peu près 40 ans ou quelque chose comme ça, pour jouer dans un groupe. Il a pris plein de cours la première année, après plus jamais, et il a un groupe avec lequel il tourne. Non, mais ça, c'est génial comme exemple, parce que ça veut dire qu'à 40 ans, tu peux faire un truc comme ça. Mais je pense qu'il l'a fait avec les meilleures raisons possibles du monde, quoi. C'est pas je veux ce petit truc qui va m'occuper un peu dans la semaine. Ça marche aussi, hein. Ou je veux tourner machin, mais de manière complètement, je sais pas. Là, il c'était avait très vraiment, concret. J'ai des copains avec qui j'ai envie de jouer, donc je vais apprendre à jouer. Et, coup de bol, j'ai un moment de chômage. Du coup, j'ai le droit de travailler à des trucs cool plutôt qu'à des trucs pas cool. Et donc, il a profité de son chômage pour apprendre à faire de la batterie. Et en un an... Ouais. En un an, je sais pas si c'est... Mais je crois qu'au bout d'un an, déjà, il commençait à faire des concerts, quoi. Alors, franchement, au début, on était tous polis. Hein. C'est sympa. Hein. mais il l'a fait, quoi. Ouais, grave. Et maintenant, ça sonne vraiment bien, quoi, ce qu'il fait. Et c'est justement parce qu'il s'est permis ça, en fait, qu'il n'a pas eu peur d'aller jouer, de faire des erreurs, de faire des pains, qu'on se moque de lui. Et même, tu vois, ça pourrait recouper avec les White Stripes. Ça crée quelque chose esthétiquement. Par exemple, le fait qu'il n'ait pas appris bien avec un prof pendant longtemps. Au début, quand je venais le voir en concert, je me disais « Oh là là, qu'est-ce qu'il a un jeu raide, ça va pas, il faut vraiment qu'il règle ça, il est beaucoup trop raide. » Maintenant, quand je le vois en concert, je me dis, c'est son jeu, en fait. Parce qu'il a appris à le faire sonner malgré les défauts. Donc, les défauts sont devenus plus des défauts, mais des éléments de personnalité, quoi. Et ça, c'est assez chouette, quoi. Ouais, ça, c'est chouette, ouais. Et ça encourage justement à... te dire, c'est pas grave, les erreurs, finalement, parce que...
Moi, je trouve que ça encourage, c'est fait des trucs. Ouais. Ça encourage à faire des trucs. Ouais. Plus t'as peur de les faire, plus t'empêches ta vie d'exister, quoi. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que la vie a l'air plus chouette si tu te dis à 40 ans, j'ai envie de faire un groupe, donc je vais le faire, que si tu te dis, je ferai pas de groupe parce que j'ai 40 ans et que ça fait peur, quoi. C'est une belle manière de voir les choses. Je suis d'accord avec toi. Pour reparler des erreurs, comment on peut regarder nos erreurs différemment, en fait ? Je sais pas. Je sais pas quel est vraiment le sous-entendu de ta question. Ce rapport à l'erreur, en fait. Comment on peut le changer, en fait ? Comment on peut se dire... Je saurais pas bien te dire ça, parce que j'ai l'impression que... ce qui fait que je me débrouille bien en batterie, c'est que j'ai un bon rapport à ça. Ça me fait pas peur de foirer le truc, et du coup j'ai pas eu de mal à me lancer dedans. Et en général, personnellement, quand je suis passionné par quelque chose, j'ai pas peur de le faire mal d'abord, parce que le fait que ça me passionne me fait ne pas voir toutes les erreurs qu'il y a à faire sur le chemin et viser le truc d'après. Il y a des gens qui le vivent beaucoup plus mal, mais moi, c'est pas mon cas. Donc, je lutte au quotidien pour essayer d'aider à ça, parce que tu te retrouves avec un élève qui est tout bloqué, etc. Ouais. Mais... Qu'est-ce qui débloque des fois ? Enfin, qu'est-ce qui... Honnêtement, la plupart du temps, j'en sais rien. C'est-à-dire que tu dis... Moi, j'ai un peu l'impression d'être... tu vois, des fois, tu as un peu l'impression d'être un farfadet à faire... à gigoter dans tous les sens pour que la personne arrête de vivre les choses comme ça. Et puis, il y a une semaine, elle va arriver et ça va aller mieux, ou pas. Et t'as pas vraiment compris ce qui a vraiment changé. Évolué, des fois, c'est ça le travail du prof, c'est de donner, tu vois, des choses avec des objectifs suffisamment bien calibrés pour que la personne, elle arrive à voir qu'elle peut progresser d'une manière chouette et assez vite. Moi, mes plus grosses erreurs dans mon quotidien de boulot, c'est quand je vais donner un morceau trop dur à un élève et qu'à la fin, il va penser que c'est de sa faute s'il n'y arrive pas, alors que c'est de la mienne qui lui ai donné un truc trop dur, quoi. Ouais, je comprends, Mais ça me fait penser à une élève qui a fini par arrêter. Et elle était hyper dure. Enfin, vraiment, tu sentais que chaque erreur... elle se... dure envers elle. Ouais, dure envers elle-même, quoi. Et en fait, à chaque cours, je lui montrais qu'il y avait moyen de le sentir un peu autrement. Et à chaque fois, elle repartait chez elle. Et la semaine d'après, elle avait tout perdu, mais parce que je pense que sa manière de bosser chez elle était pas du tout la même. Et que ça devait être juste du... ça me fait chier, mais j'ai envie d'aller au bout, mais ça me fait vraiment chier. J'y arrive pas. Il n'y avait aucun plaisir à emprunter ce chemin-là, quoi. Alors qu'en vrai, la finalité, le bout que tu vises, c'est un mirage. Quand tu y arrives, tu vises déjà tellement plus loin. Enfin, ça n'a pas de fin, ce que tu vises. Donc, il faut trouver sa manière de prendre plaisir sur le chemin en galérant, en ayant des micro-succès. C'est comme ça que tu c'est ça fabriques. Le vrai truc. Et ça rejoint tout à l'heure le côté laborieux de l'apprentissage. Il faut trouver un moyen assez fun, en fait, où tu prends du plaisir quand même dans cet apprentissage, dans ce travail. Puis c'est réussir à regarder un peu en arrière aussi, parce que je vois qu'il y a des élèves qui ont l'impression de ne pas progresser. Tu fais, et si, tu vois, ça reboucle avec son disait, mais si tu as donné quelque chose de suffisamment concret, si la manière dont tu apprends est concrète, par exemple, dans notre cas, apprendre des morceaux, c'est pas très dur, en fait, de montrer à la personne qu'elle a appris, parce que tu peux lui dire, regarde en arrière, ça, tu savais pas le jouer, maintenant tu sais le jouer. Le problème des exercices ou des trucs trop déconnectés, c'est qu'un exercice, tu peux toujours le jouer mieux. Ouais. Je peux prendre le premier exercice de base et moi me l'appliquer et dire non, je peux encore le tirer mieux que ça, ou le plus vite, ou plus fort. T'as toujours, parce que ça contient pas un objectif réel dedans, quoi.
Ça t'évoque quoi, la question de la... Puisque mon podcast parle de la place, toi, la question de la place de la musique dans ta vie, c'est une question... Après, c'est mon quotidien. Ouais. Du coup, j'ai à peu près... J'ai quasiment toute ma vie qui est organisée autour de ça, en fait. Je cherche... je donne des cours de batterie parce que je sais faire que ça. Et que, en fait, comme je fais de la musique qui est vraiment de la musique de niche et qui parle à peu de personnes et que ça me va très bien comme ça, j'ai décidé de devenir prof pour pouvoir continuer à faire ma musique de niche sans avoir à me demander est-ce qu'il va falloir que je fasse de la musique qui me plaît pas quoi. Je préfère donner des cours que faire de la musique qui me plaît pas. Et du coup, je suis devenu prof, mais mes parents étaient profs de musique, donc je suis un cas typique d'arbre, de pomme tombée pas trop loin du pommier, quoi. Ça y est, j'ai digressé. Ouais, non, c'est sur la place. Est-ce que tu as des choix à faire ? Est-ce que des fois ça prend trop de place ? Est-ce que du coup... Je me pose moins de questions maintenant parce que l'ensemble de ma vie est globalement gaulé autour de ça. Ouais. Même ma relation amoureuse, ma copine Bérénice, on fait le podcast ensemble, elle organise des concerts, on fait beaucoup de choses ensemble. Lié à la musique, ouais. Avant ça, j'avais jamais eu de relation amoureuse avec quelqu'un qui vivait la musique de la même manière que moi. Et alors en plus, Bérénice, on a des goûts très similaires, donc c'est encore plus calé, quoi. Et là, ça posait plus de problèmes parce que c'était plus dur d'expliquer. Bah non, mais là, en fait, ce week-end, moi, je pars tourner parce que c'est ça qui me fait vibrer, quoi. J'adore emballer des choses dans la voiture et faire des heures de route et déballer les choses, avoir mal au dos. J'adore ça. Donc non, on va pas en vacances. C'est un truc de tension chez plein de gens, mais. Moi, en tout cas, je suis dans une phase de ma vie où le truc est plutôt... équilibré, en fait. Où tu n'as pas l'impression de renoncer à des choses, en fait. Pas trop, non. Non, après, j'aimerais bien avoir encore plus de temps pour faire encore plus de trucs. Mais sinon, non. J'ai pas de lutte pour faire de la place pour la musique dans ma vie, quoi. Mais ce serait plus une question à poser à mes élèves, quoi. Oui, complètement. Ouais, bien sûr. Comment... Je pense que tu peux faire un aparté de ton propre podcast pour parler de comment toi tu trouves le temps de faire de la musique au milieu de tout le reste de ce que tu fais, et ça, ce serait intéressant aussi. Ouais, on verra. Et ben voilà, merci. Et ben je t'en prie. On arrête. Et peu importe, mais je repense à cet élève dont je parlais qui se l'infligeait. La fille. Ouais. Je me souviens lui avoir dit un truc que je t'ai dit aussi à un moment. Parce que ça me rendait fou, en fait, de voir, elle jouait à chaque fois, et je voyais qu'elle se regardait échouer. Ouais, je sais, tu m'avais dit arrête d'être ton propre flic. Ouais, j'ai failli te le dire, mais on peut en parler, c'est... Parce que je me souviens que, en fait, c'est comme si elle conduisait en regardant tout le temps dans le rétro, tu sais. Dès qu'elle faisait une erreur, au lieu de regarder, ok, je viens de faire cette erreur, mais tout de suite, je regarde en face de moi pour pas qu'il y en ait des prochaines. Tu la voyais faire des mous et il fait, mais tu peux pas avoir les deux rôles en même temps. Si t'es en permanence en train de te juger pendant que tu fais le truc, c'est mort, quoi. Faut que t'arrives juste à essayer de faire le truc. Ça, c'est vachement intéressant. Je pense que ça m'a fait quelque chose quand tu m'as dit ça. Je me suis dit, bah oui, effectivement, si je suis toujours en train de me donner des gifles quand je fais un truc... Bah oui. C'est foutu, quoi. C'est foutu, ouais. Forcément, t'avances pas, quoi. Plutôt que d'avancer, de le faire et après de se dire, bon, qu'est-ce qu'il y avait de bien là-dedans et puis qu'est-ce qu'il y avait à améliorer, Ouais, c'est le truc de Yoda, là. Il n'y a pas d'essai, fais-le ou ne le fais pas. Voilà, c'est bien comme phrase de conclusion. C'est parfait. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de devenir débutant dans quelque chose, de vous lancer, d'expérimenter et de vous amuser. Si vous avez aimé le son de la caverne, vous pouvez retrouver les live sessions enregistrées par Raphaël sur son podcast La Caverne. Et si vous voulez vous mettre à la batterie ou écouter ce que joue Raphaël dans ses groupes, les liens sont dans le descriptif.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez y réagir sur le compte Instagram Fais-moi une place podcast. À bientôt.